chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans messe, sans publicité, à Racaille, la 54e. Si nos calculs sont justes, mais après 50, on commence à se mélanger un peu les crayons, surtout moi d'ailleurs. Ouais, on vérifiera. On vérifiera. Avec la même équipe, une grande équipe, le groupe Arracaille presque au complet. Sauf notre camarade Globetrotter, le social traître en titre, qui se trouverait, paraît-il, en Amérique du Sud, après avoir écumé l'Amérique du Nord, ou s'est fait éjecter de l'Amérique du Nord, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Bon, il a l'air heureux sur les photos qu'il publie sur Facebook, comme tous les jeunes gens qui se la jouent. Voilà, salut Jean-Christophe. Bon, non, j'allais dire bon, rien. Alias, j'en sais rien. Alias, j'en sais rien. Oui. Bien, on espère te revoir un jour quand même, parce que ça serait sympa de pouvoir contempler encore ta tronche de cake. Sympathique malgré tout. Voilà, j'allais pousser un beuglement pour vous affoler, mais comme Jean m'a évidemment calmé et par un regard assez sévère, donc je referai ça une autre fois quand il sera un peu distrait. Je voulais vous faire un coup tordu, mais bon, apparemment ça serait pas vraiment bienvenu. Donc... non mais vas-y, je sais pas. Non. Alors Maïté donc est au potard après une brève escale dans les bras d'un Italien, on suppose avec Jean, on n'est pas sûr. Enfin, elle a l'air bien réjouie aujourd'hui, je sais pas, elle a un visage radieux, elle est là, presque en lévitation. De toute façon, elle ne nous dira rien. Elle nous dira rien, les muettes. Remarquez, c'est bien dans un groupe, parce que comme ça nous permet
à nous les bavards d'en profiter, quoi. N'est-ce pas, Raymond, la science? Absolument. Moi, je voudrais dédier cette émission. On a un auditeur, j'ai appris ça la semaine passée. On a un auditeur à Montréal. Ça, c'est par la grâce d'Internet. C'est super quand même. Ouais, c'est super. On sait qu'on a un auditeur au Canada, en tout cas au moins un. Oui, peut-être même deux. La deuxième serait une auditrice qui n'a jamais le temps d'écouter l'émission, mais qui m'a promis que quand elle aurait un trou d'air dans son planning, elle l'écouterait. Bon, voilà. En tout cas, moi, je ne connais pas cette auditrice. Je connais cet auditeur, donc Denis, mon Denis, c'est pour toi. Je te serre dans mes bras. Je te dédie cette émission. Tu pourrais alors tu pourrais l'appeler mon chum. Oui, mais pas le... Non. On commence par une information, cette semaine, on commence par une information des plus sérieuses. Attention, hein. Le sextoy le plus cher du monde est français. Cocorico! Eh oui, c'est pas une blague. Qu'est-ce que c'est qu'un sextoy? Un sextoy, c'est un... Bon, Robert, manifestement, ne joue pas avec un sextoy. Voilà, c'est un sextoy. Non. Un sex-jouet, je sais pas comment on peut appeler ça, un objet sexuel, un godemichet, tout ce que tu veux, ça peut être n'importe quoi d'ailleurs. Ah, d'accord. Un sextoy, étonnant, un jouet à se faire plaisir, c'est étonnant, à se faire de bien, on va dire. Dans la bouche de Raymond la science. Ben oui, mais là c'est du sérieux. Hein. Un joaillier français qui est installé place Vendôme, comme nombre de ses confrères, à Paris, est spécialisé dans les bijoux intimes. Hein. Bijoux intimes. Commercialise depuis peu un sextoy de 40 000 € en or 18 carats, serti de 117 diamants véritables. Ça doit agresser un peu d'ailleurs. Oui, parce que le diamant, ça coupe. Ouais. Nouvelle venue quand même, place Vendôme, hein, il faut le préciser, la Maison Victor, le pauvre Totor quand même s'il savait. La Maison Victor qui réunit des artisans joailliers créateurs, c'est comme ça en tout cas qu'ils se nomment eux-mêmes, propose de personnaliser l'objet. En plus, il est personnalisable, il y a des tas d'options, couleurs, matières, enfin bon. Alors, c'est marrant, hein, c'est français, c'est tout petit, ça vibrillonne, ça gigote un max. Ça brille, mais attention, hein, ça fait absolument pas reluire. Et en plus, ça coûte un max. Moi, ça me rappelle quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Ah oui, oui, bling bling. Voilà, je savais que Robert allait trouver tout de suite. Hein. Oh bah en oui, tout cas, je connais tes têtes de Turc. En tout cas, pour ceux qui ont suivi l'actualité récente, mais on y reviendra. Hein, si le sextoy est français, le pompier, lui, est catalan. Mais on y revient tout à l'heure. À propos de gigoter. Oui, non, mais Jean, résultat... pardon, c'est une émission sérieuse. Non, pas tant que ça. On n'est pas dans un sex shop. Bon, alors redevenons sérieux. À propos de gigoter, le résultat des élections régionales tend peut-être à prouver que les Français ont enfin compris que le gigotisme présidentiel ne garantissait qu'à quelques-uns d'avoir de la viande dans les assiettes. Hein, c'est pas trop tôt. Et puis dimanche soir, j'avoue que j'ai espéré un moment, au vu des résultats, qu'il allait nous refaire le coup de Chirac en 1997. Parce que faut dire que c'est quand même mon meilleur souvenir de rigolade politique, 97. Hein. Je sais pas si tu te souviens, Robert. La dissolution. Mes chers compatriotes, je peux pas le faire avec l'accent, c'est con, je suis incapable d'imiter Chirac. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'était bon quand même. Ouais. J'aurais bien revécu ça dimanche, mais enfin non. Manifestement, Sarko est moins drôle que Chirac d'une part, et ensuite il a pas son humour. Hein. Ah non, ça... Dommage. Mais bon, ils ont pourtant tout tenté dans la semaine pour inverser la tendance. Alors, il y a d'abord eu le saccage. Ça, on en a un peu parlé, d'une permanence UMP dans les Pyrénées-Atlantiques, dont on n'a pas retrouvé les auteurs. C'est vrai que si on commence à s'en prendre aux morts, où va-t-on, tu vois? Les gens ne respectent vraiment plus rien. Hein. C'est honteux. Mais bon, ça n'a pas remué les médias, encore moins les foules. Et ils pouvaient quand même pas détruire toutes les permanences UMP du pays. Hein. Alors le chef a eu une idée géniale, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on ne ressortirait pas Papivoise de la naphtaline? Papivoise, il est mort en plus, le pauvre Papivoise. Mais enfin, c'est pas très grave, hein. On l'a embaumé à l'UMP.
Et le thème de la sécurité, tu vois, ressortir Oh, le thème oui. de la sécurité, qui nous a si bien réussi jusque-là. Oh, oui. Ah oui, ça, chef, ça c'est une idée qu'elle est bonne, chef. Ouais. Et hop, aussitôt dit, hein, un policier blessé devient un policier mort, c'est pas grave. Fillon présente ses excuses illico à la famille. Hein. Ah bon, il est pas mort? Ah, désolé. Tu vois, bon. Et les soi-disant terroristes filmés dans un supermarché, en fait, étaient des pompiers catalans en vadrouille à Paris. Absolument, voilà. Alors, il y en a quand même un qui est mort, tu vois, après une tentative d'arrestation de membres présumés de l'ETA. Alors on se précipite, hein, et les tronches des terroristes présumés passent en boucle sur toutes les télés, comme tu l'as vu, moi je l'ai vu, Maïté l'a vu également. Personne n'a pu y échapper. Hein. Alors, on sait, ils savaient, hein, pertinemment en fait que le tuyau avait toutes les chances d'être crevé, hein. Mais ils ont pensé que ça tiendrait au moins, tu vois, que le tuyau tiendrait au moins jusqu'au lundi, tu vois. Un manque de bol, hein, les pompiers catalans en goguette ne l'ont pas entendu de cette oreille et se sont précipités à la police, qui les a quand même cuisinés pendant 5 heures. Oh non, non mais c'est invraisemblable. Non, mais c'est avant de les relâcher, hein, un mauvais perdant en plus, quoi. Tu vois. Bon, enfin, il y a que les élateurs du petit ventilateur, hein, pour confondre ainsi Pays Basque et Catalogne. Tu vois. Oui, alors des Catalans à l'ETA, ça a fait rire toute l'Espagne pendant 3 jours. Hein. Et je me suis laissé dire qu'ils se seraient mangés là-bas ce week-end autant, enfin même plus de poulet basquez que pendant toute l'année 2009, tu vois. En tout cas, cette nouvelle bourde n'a pas dû arranger leurs affaires, hein, pour les élections. Le Fouquet's, si je reprends dans l'ordre, mais je vais en oublier, hein. Le Fouquet's, Bolloré, le yacht de Bolloré, hein, au large de Malte. Éléonore Marolex. Hein. Rappelez d'Éléonore Marolex. Oui. Séguéla. Cécilia. Oh. Carla. Oh. Les deux Fredo, Lefebvre et Mitterrand. Ah oui. Hein. Polanski. Oui. L'affaire Polanski. Jean Sarkozy, ça c'est peut-être le bouquet quand même, le pompon. L'affaire Clearstream aussi, pas mal non plus. Hein. Le Grenelle de l'environnement bidon qu'on a soigneusement mis de côté. La taxe carbone aussi, dont sont exonérés les plus gros pollueurs. Hein. Ça c'était le bouclier fiscal. Ça a été très tôt. L'ouverture à l'Issou-Marais. Maintenant, les pompiers catalans, on peut dire qu'ils les alignent avec la régularité d'un métronome. J'avoue que je finirais par craindre de le prendre en pitié, tu vois. Non, pas toi. C'est dangereux. Non, j'ai pas de dangereux. T'as omis Casse-toi pauvre con, t'as omis mais j'en ai la oublié racaille plein. au Karcher, J'en ai oublié plein. Quand il s'est frité avec des ouvriers d'un chantier naval, là, descend de là, c'était un homme. J'en ai oublié plein, t'as raison. Oui, non. T'as raison, mais l'émission n'y aurait pas suffi. Non, c'est puis on a quand même d'autres choses à vous communiquer. Enfin, ma crainte, c'est ça, tu vois, finir par le prendre en pitié. Alors, je lutte. Ah non, Jean, je sais que tu as beaucoup de compassion pour tes contemporains en général, mais celui-là, tu peux... Non, consacre-toi à d'autres causes. Alors, est-ce que tu sais ce que voulait dire UMP au départ, Robert? Non, je me suis jamais vraiment intéressé au sigle de cette pétaraderie politique. En fait, tu sais que avant, c'était le RPR, et puis que la machine UMP a été créée pour emmener Sarkozy jusqu'à la présidentielle de 2007. Donc, après la présidentielle, évidemment, l'Union pour une majorité présidentielle... Ah, c'est ça, UMP. Au départ, c'est Union pour une majorité présidentielle. Bon, donc après la présidentielle, on l'a rebaptisé Union pour un mouvement populaire. Le populaire, évidemment, nous faisant marrer. Hein. Ouais, tout à fait. Quand on sait qui les soutient... Alors moi, je propose maintenant, après les régionales, puisqu'il avait été déjà rebaptisé Union pour un mouvement populaire, après la présidentielle, je propose qu'après les régionales, on rebaptise ça une machine à perdre. Oui. Non ? Ça va pas être très apprécié. Là, tu joues dangereusement, Jean, quand même. Non seulement c'est pas très apprécié, mais en plus, c'est pas tout à fait juste. Ah. Ouais, je suis de mauvaise foi, hein, parce que... C'est pas possible. En plus de garder l'Alsace, l'UMP a emporté 2 îles, hein, dans les colonies. On ne le dit pas assez. Hein. Après, je devrais rendre compte sur toi pour nous tenir au courant. Qu'un type qui divise autant les Français, tu vois, puisse gagner à la Réunion, ça laisse pantois. Oh, t'étais à mais c'est comme ça.
Oh là là. Ça, je fais un bisou à ma femme parce que c'est elle qui l'a trouvé. Ouais, merci. tu vois. C'est Francine. Francine. Merci Francine. Voilà. Enfin, ce qu'on espère, pour finir, c'est que le PS aura la courtoisie de remercier son DRH, sans lequel tout ça n'aurait pas été possible. Ce succès est d'abord son succès. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Oui. Bien, Jean. Bon, le succès du PS ne doit pas nous faire oublier quand même que la différence entre eux et eux est mince. Est mince, et même très très mince. Et quand les socialistes sont au pouvoir, leur gros boulot, c'est de faire passer les réformes que les autres ont eu du mal à faire passer. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux, voilà. Mais je dois dire que malgré tout, comme Jean, mais moins que Jean, évidemment, je suis sensible aux femmes politiques plus qu'aux hommes, quoiqu'il y a des grosses connes aussi, mais bon, il y a, je crois que Martine Aubry, j'ai un petit faible quand même. Elle me fait penser à ma maman. Elle est comme ça, assez ronde, assez simple, assez joyeuse. Ronde mais ferme. Ouais, ronde. Oui, je préfère. Non, mais franchement, je la préfère à la Madone du Poitou, qui a l'air vraiment d'une godicherie assez exceptionnelle. Il me semble qu'il y a un peu plus de sincérité chez Martine, mais enfin bon, ça c'est notre faiblesse. Bien, nous allons...
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Oh. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, non. N'ayez aucune crainte, elle n'est pas près de franchir cette porte. Blindée. Avec toujours les mêmes, je vous le rappelle, j'ai dit que c'était la 54e d'Arracaille. Bientôt la 55, 5 et 4, 9. Oh, ah, c'est dangereux. Quand il y a un œuf qui se balade dans le paysage, il faut faire très attention. Mais bon. Avec Maïté, avec, ou je dis un peu n'importe quoi, mais ça c'est une franche habitude, avec Maïté, qui je ne sais pas, mais consulte ses fiches dans la régie, bon, avec un sourire épanoui. Ça c'est les séquelles, c'est les dommages collatéraux de son absence de mardi dernier. Avec Jean, dont on est impatient d'entendre la voix chaude qui nous berce chaque mardi, pour nous conter des histoires. Ah non, alors là. Non, je ne glose pas, je ne dis pas de bêtises quand je dis sa voix chaude qui nous berce, car elle nous berce. Mais pour nous faire passer la pilule de ces chroniques artistiques. Et puis là, on a entendu la voix de Bruce Springsteen, qui nous chantait Bring Him Home. Une chanson écrite et composée par Pete Seeger contre la guerre au Vietnam. C'est une des plus belles chansons contestataires de la chanson que Bruce a revisité en 2006 contre la guerre en Irak et en Afghanistan. Ouais. Mais qui sont quand même moins emblématiques que la guerre du Vietnam. Ouais, mais enfin, je trouve que c'est bien senti. Voilà. Et puis on va donc attaquer le deuxième volet en fait de notre émission consacrée à l'art et à la contestation, avec à nouveau un texte pour commencer, de Michel Ragon. Ça, c'est un extrait d'un article qu'il a écrit pour le magazine littéraire en 2002, en juin 2002 si mes souvenirs sont bons, sur son ami Jean Dubuffet. L'article s'appelle « L'ennemi de la culture ». Dans sa peinture comme dans son écriture d'ailleurs, Jean Dubuffet a toujours poursuivi, Ragon, vous allez voir, ironise un petit peu là-dessus, a toujours poursuivi l'utopie de devenir un homme du commun. Je mets ça entre guillemets parce que... Bon, enfin, l'excentricité de cet ennemi, entre guillemets, là aussi, de la culture résidait dans sa perpétuelle démesure de créateur. Le visage de Dubuffet était étrange, inoubliable, aussi bizarre que sa peinture. Sur ses photos de jeunesse, on remarque déjà un empattement des mâchoires qui s'accentuera avec l'âge et lui donnera l'allure non pas d'un carnassier, mais d'un ruminant. Son crâne chauve, très lisse, les plis de ses joues, tout cela renforçait l'idée d'un étrange animal, aussi étrange qu'un animal peint par Dubuffet. Jeune homme, jeune riche bourgeois du Havre, il se coiffait par provocation de ce qu'il appelait la casquette de l'ouvrier. Devenu sur ses vieux jours l'un des peintres les plus célèbres, renonçant à la casquette de l'ouvrier, il se coiffait d'un chapeau mou, le petit chapeau traditionnel des commerçants et des petits bourgeois. Ayant renoncé au fastueux commerce de vin familial à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et devenu artiste amateur, se refusant à vendre et à exposer, il ressemblera, jusqu'à la fin de sa vie, à ce personnage au grand manteau, si banalement chapeauté, figure de caricature de l'homme du commun, inlassablement dessiné par Chaval. Vouloir devenir un homme du commun, lorsque la naissance a fait de vous un homme privilégié, demande un certain héroïsme ou une très grande folie. Ressembler à l'homme de la rue, au citoyen ordinaire, au type ordinaire, toute la pensée politique, toute la philosophie, toute l'œuvre peinte et toute l'œuvre écrite de Dubuffet partent de ce postulat. Mais n'est pas Job qui veut. Le véritable homme du commun, s'il eut connaissance de l'œuvre de Dubuffet, ne s'est guère reconnu. Ceux qui l'ont admiré, ceux qui l'ont soutenu, ont été des hommes hors du commun, des intellectuels élitistes comme Jean Paulhan, des poètes précieux comme Francis Ponge.
Homme de grande culture, lecteur passionné, il s'intéressait particulièrement à l'œuvre de Claude Simon et à Robert Pinget, mettant néanmoins au-dessus de tout Dickens, Balzac et Cervantes. Quant à Louis-Ferdinand Céline, les deux hommes se ressemblaient par bien des traits, ne serait-ce que par leur volonté de ne pas se distinguer de l'homme du commun et par le caractère subversif de leurs œuvres, par leur nihilisme, par leur souci du style. Mais si Dubuffet se dépense sans compter pour Céline, lui proposant un secours d'argent lorsqu'il est emprisonné au Danemark, lui faisant ses courses à Meudon lorsqu'il revient en France, Céline, lui, fait la gueule devant la peinture de Dubuffet, lui préférant celle du Montmartrois Jean-Paul. Oui, là, il fallait. Oui, il faisait pas preuve de beaucoup de discernement. Non, pas beaucoup, non. Lucette Détouche, la veuve de Céline, déclarait en 2001 « Dubuffet pensait que Céline et lui étaient les deux génies du siècle. Louis l'a toujours pris pour un mystificateur, mais ça lui était égal. » Voilà, les livres de Michel Ragon qui, contrairement peut-être à ce que ce texte pourrait laisser supposer, était très ami avec Dubuffet. Hein. C'était à la fois un grand ami et un grand critique de son œuvre, mais il avait la dent vraiment dure. Hein. Quand même, non, tu trouves pas? Oui, bon, moi ça me gêne pas plus que ça. Parce que je suis assez d'accord d'une certaine manière aussi avec Céline. Non pas que Dubuffet, non pas que Jean-Paul, parce que vraiment, comme Cacabouillat en fait pas mieux, que Jean-Paul était meilleur que Dubuffet, non, mais Dubuffet était pour moi une espèce de singe, parce que vouloir à ce point-là passer pour un ouvrier, ça devient une caricature qui est presque insultante pour un ouvrier, quoi. C'est presque ridiculiser le monde ouvrier. Je pense que oui, il a bien fait de choisir finalement le chapeau du bourgeois. Oui, tout à fait. Hein. C'était plus. C'était moins insultant. Moins insultant. Puis. Oui, bien sûr. Non, et qu'il soit un mystificateur. Je serais aussi pas très loin du jugement de Céline. Céline, lui, ne l'était pas. Et il l'a payé très cher, tandis que Dubuffet a vécu une vie d'artiste assez confortable. Il n'a jamais vraiment souffert de ce qu'a pu souffrir, par contre, Céline. Non, c'est sûr. Bon, disons un mystificateur doué, quand même. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Non, mais je sais que quand je suis en panne d'inspiration, quand je dis inspiration, il faut relativiser. Si je me plonge dans les images de Dubuffet qui sont dans les catalogues d'expo, etc., c'est vrai que ça me donne un coup ça me revitalise d'une certaine manière, mais si je m'attarde trop dessus, là, je commence à en percevoir toutes les faiblesses, quoi, quand même. Enfin, ça peut paraître prétentieux qu'un rapin de mon acabit se permette des jugements, enfin, c'est pas des jugements, enfin, des espèces de constats comme ça sur l'œuvre d'un artiste reconnu, mais voilà, je livre ce que je pense. Enfin voilà, Michel Ragon a beaucoup écrit et sur l'art en particulier. La plupart de ses bouquins consacrés à l'art, justement, sont publiés chez Albin Michel. Donc vous pouvez les commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et je vous rappelle le numéro de téléphone de la librairie, 01 48 05 34 08, 01 48 05 34 08, et leur site internet, après les W, librairie-publico.com. Voilà. Oui, merci beaucoup Jean. Un dernier mot sur Dubuffet, sur son écriture, parce qu'effectivement il écrivait, et vraiment pas mal. Mais j'ai lu une espèce d'entretien avec un de ses, on dit ses géographes, ou je sais pas comment on dit, quelqu'un qui l'aimait bien, un journaliste. Et il a un discours sur son travail qui est vraiment, vraiment intéressant. Qui peut, il donne une image de lui, une image de créateur devant son chevalet ou sa toile ou peu importe sa sculpture, avec tous ses doutes, et c'est très bien expliqué, et c'est vrai. Enfin, je pense que chaque créateur peut se retrouver vraiment dans
dans ce qu'il dit de lui. Tu sauras le retrouver ou Oui, je l'ai. voilà. Oui. Très bien. Voilà, c'est ça que je voulais t'amener aujourd'hui. Mais je te passerai. Mais c'est vraiment passionnant. Moi, je l'ai justement. J'en ai fait une copie. Et de temps en temps, je me penche là-dessus, pas trop puisque j'essaierai de plus me relever. Mais et c'est vraiment intéressant. On sent, écoute, on fera une lecture. Ouais. Enfin, c'est un peu long quand même, genre. Oui, non, mais tu sais, là, la plupart des choses que je lis sont des extraits. Hein. Ouais, je te le passerai. Ouais, ça c'est. Tu sauras le résumé. Entendu. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, avec des chanteurs, je vous dis pas. J'étais un peu surpris parce qu'avec Jean, on fredonnait, on accompagnait Brassens en se disant qu'est-ce qu'il est bon et on n'est pas mauvais non plus. À Racaille, la 54e, avec Maïté dans le studio. Jean, à ma gauche. Ouais, La Mauvaise Herbe, 1954, ça vient de sortir. Ouais. Avec Jojo. Ouais, quand il y a des mecs qui pensent que c'est ringard. Non, mais, les gars, vous feriez mieux de vous écraser doucement. Bien, on va donc poursuivre avec Jean notre instruction artistique. Oui, avec une histoire de contestation artistique qui fait la liaison avec le texte de Ragon, puisqu'il s'agit de Jean Dubuffet. Dubuffet, c'est 1901-1985. Oui. Non, ça faisait un moment que j'avais pas de date, je trouve, donc voilà, j'aime bien. J'aime bien ton petit sourire en coin, oui, je sais et ton œil pétillant de malice. Artiste iconoclaste, c'est le moins qu'on puisse dire, si, quand même. Oui, non, bien sûr. Bah, t'étais toi-même en train de me le rappeler à la pause, t'es quand même, t'es quand même gonflé. Il y a le discours officiel, et puis il y a le discours officieux. Et puis il y a le discours officieux, Oui.
Non, mais à la lumière de ce qu'écrit Ragon, on peut se demander, ou plutôt du jugement de Céline, on peut se demander si ça provoque était pas un système aussi. Bah, à la lecture de ce que dit Ragon aussi, hein, oui, pas seulement Céline, c'est. Mais bon, qui aime bien châtie bien. Oui, tout à fait. On va traduire ça comme ça. Hein. Artiste iconoclaste, donc peintre, sculpteur, écrivain, comme tu me rappelais à la pause. Graveur. Eh oui. Bah, tu nous avais parlé d'une exposition de gravure de Absolument, absolument. Théoricien et défenseur de l'art brut. Pilleur aussi. Surtout pilleur, de mon point de vue. Non. Enfin, chez Sac, il y a des œuvres de Dubuffet, tu te demandes si c'est chez Sac ou Dubuffet. Jean Dubuffet, né au Havre, dans une famille, comme le rappelait d'ailleurs si bien Ragon, dans une famille bourgeoise de négociants en vin, a produit une œuvre abondante, marquée par une remise en question constante. Si, on peut quand même dire oui, ça. Oui, non, tout à fait. Et là, c'est ce que tu me disais à la pause. Oui, non, mais Après des cours aux Beaux-Arts du Havre, il fréquente un temps à Paris nombre d'artistes du quartier latin. Je ne vais pas vous les citer tous, hein, mais doutant des valeurs culturelles et sans doute essentiellement de lui-même, décide de reprendre le commerce vinicole paternel. Et oui, il a fait ça aussi. La seconde partie de sa vie, qui se confond avec son œuvre, débute lorsqu'à l'âge de 41 ans. Et ouais, ça c'est extraordinaire. Oui, ça c'est extraordinaire, c'est vrai. Ce qui prouve que tout est toujours possible. Ouais, bien sûr. Il est jamais trop tard, les mecs. Décide de quitter la vie active, je mets ça entre guillemets parce que c'est selon ses propres termes, pour se consacrer exclusivement à sa vocation artistique. Bon, il avait de quoi derrière, évidemment, mais c'est pas si simple que ça. Si c'est possible sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, là, il s'agit d'autre chose. Hein. Son négoce de vin, en gros, lui ayant rapporté pas mal d'argent, il est libre et riche de son temps. Hein. C'est quand même important de le préciser. Il commence à créer des images primitives. Là aussi, je le mets entre guillemets parce que c'est selon ses propres mots à nouveau. Au dessin volontairement malhabile, c'est là qu'on rejoint peut-être la mystification dont parlait Céline, hein, s'inspirant dans ses peintures de dessins d'enfants ou de malades mentaux. Avide d'expérimentation, d'innovation dans la manière de peindre, d'une passion pour la matière, aussi pour les couleurs, hein, de tout ce qui physiquement en fait constitue le tableau, le support aussi également. Il invente le terme d'art brut, c'est-à-dire pour lui un art pratiqué par des autodidactes sans référence à l'histoire de l'art, hein, bien sûr. Il commence en France et en Suisse en 1945 une collection curieuse. Il s'agit d'œuvres d'expression populaire, de sculptures, peintures, tapisseries, objets divers élaborés par des médiums. Enfin, médium, c'est un peu l'expression, disons, polie pour malades mentaux. Artisans marginaux, mais aussi détenus. 3 ans plus tard, il fondera avec André Breton, Jean Paulhan et Michel Tapier la Compagnie de l'art brut, vouée à l'étude et à la diffusion de l'art involontaire, on va dire. Je trouve plus intéressant d'appeler ça comme ça qu'art brut, art involontaire. C'est la première fois que j'entends cette expression. Mais ici, on fait des créations. Non, cher Robert. Non, je trouve que d'abord ça fait moins poseur et puis c'est plus proche de. Mais c'est ça en fait, sans culture, sans tradition. Tout à fait. Ça paraît plus intéressant qu'art brut. Tout à fait. Mais bon. Non, parce que c'est plus compréhensible même pour quelqu'un qui n'est pas au fait de ces choses. L'entreprise de démolition continue. Dans les années 50, il va multiplier les séries. Là aussi, peut-être que le mystificateur pointe le bout de son nez, hein, et ça fait, c'est très commercial, le principe de la série. C'est un peu comme ce qu'on a appelé le concept album en musique, hein. Et s'installer à Vence. On lui doit entre autres les assemblages, collages et assemblages effectivement de fragments de tableaux, de textures, de morceaux de papier tachés d'encre, mais aussi des compositions lithographiques, dont le cycle des phénomènes. Et plusieurs séries ayant trait aussi à l'élément minéral. Il y a eu Terre radieuse, Pâte battue, Célébration du sol, ou encore le fameux cycle de l'ourloupe, ça c'est plus connu, qui s'étale sur 12 ans. Ça c'est quand même intéressant, parce que c'est là, moi je trouve que c'est là que ça contrebalance
cette productivité, cette production dans la durée, sur la durée, fait que le mystificateur est c'est plus compliqué que ça, quoi, forcément. Et puis l'Hurloop, c'est vraiment un travail considérable, quoi. C'est invraisemblable, hein. Le foisonnement, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, quand même. Non, mais même Robert est en train de lâcher. Non, même si le résultat, je suis pas très sensible, mais quand même, c'est un travail. On peut pas là être un mystificateur, je crois. On pardonnera jamais à Dubuffet le pillage de Chessac, mais pour le reste, quand même. C'est mon obsession. Oui, non, mais on peut. Moi, je peux comprendre. Hein. En fait, le cycle là de l'Hurloop, il s'est donc, comme je viens de le dire, il s'est étalé sur 12 ans, et il est né alors que Dubuffet raturait des dessins au stylo à billes sur un papier. Ça, on le sait moins. Pendant une conversation téléphonique, en fait. Ouais. En plaçant ce gribouillage sur un fond noir, il a découvert une sensation visuelle nouvelle et a décidé de l'exploiter en peinture, mais aussi en sculpture à base de résine. Voilà, alors s'achevant avec la série des mires et des non-lieux, on dira de l'œuvre de Jean Dubuffet qu'elle échappe à toute classification. Oscillant entre la figuration la plus exacerbée, moins connue, des œuvres moins connues, et l'abstraction la plus débridée, moins connue. Là aussi, son travail le plus connu se situe exactement entre les deux, avec ses personnages. Alors on dira de lui qu'il reprend tout à zéro, que les arts du passé ne le concernaient pas ou peu, et que ses véritables maîtres étaient les enfants, les gens du commun. On sait aussi que malgré son mépris pour les cercles littéraires, on va dire officiels, et son rapport ambigu à la culture et à l'écriture, Jean Dubuffet a produit de nombreux textes critiques, mais on verra ça si tu peux ramener ce truc dont tu parlais là, et aussi des mémoires sur ses travaux ou des essais polémiques. Il a entretenu également une abondante correspondance, notamment avec Céline, à qui il vouait, on l'a vu, un véritable culte, mais aussi avec Gombrowicz. Fantastique, Gombrowicz, on l'abordera, tiens, un jour. Paulan, comme on l'a vu, Breton, Queneau, ou encore Alexandre Vialat. C'est moins connu. Ah oui, un écrivain fabuleux qui reviendra, pour l'instant un petit peu oublié, mais qui reviendra, Vialat. Voilà. Jean Dubuffet est mort à Paris, donc le 12 mai 1985. Oui, et en parlant de... Enfin bon, c'est vrai que sa première période où il était très figuratif, c'est à chier. Sa dernière période où il était très abstrait, c'est aussi à chier, c'est curieux. Je suis assez d'accord. Ouais. Et par contre, il y avait aussi quelque chose qui pouvait renforcer l'idée de mystification, de mon point de vue, qui est un point de vue toujours pareil, un petit peu spécieux. Dans ses titres, les titres de ses œuvres qui sont carrément... Enfin, rien que le titre, ça suffisait, il n'y a plus besoin de mettre une œuvre, imposer une œuvre derrière, parce que c'est des titres toujours... qui avait vraiment aucun rapport avec ce qu'on voyait, mais qui étaient si originaux, pour parler simplement, que ça, je pense que ça compte. Quand je regarde les titres de ces œuvres, quand je regarde les œuvres et les titres, il y a quelque chose qui me heurte et en même temps qui me fait approcher, je crois, peut-être le succès de son travail, quoi, parce qu'il y a quand même quelque chose de très particulier dans le titrage. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, il y a toujours des bémols, parce que une de ces dernières œuvres que j'ai pu voir, qui est vraiment une œuvre, on va dire, tachiste, un peu à la manière c'est un peu une espèce de Pollock, que j'ai vu. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était à la piscine de Roubaix. Mais ça peut être déjà parlé. Ouais, mais c'est peut-être au musée d'Unterlinden à Colmar. Je me rappelle plus trop. En tout cas, c'est dans un musée de province et c'est une de ses dernières œuvres et c'est de toute beauté. Donc, au milieu d'un magma comme ça, il y a quand même de temps en temps des moments de grâce et celui-là, ça en est un. Oui. C'est la différence entre le chef-d'œuvre et puis la cavalerie, quoi. Il y a toujours, ce qu'on peut rappeler quand même à nos camarades auditrices, à nos camarades auditeurs, c'est que les artistes ne font pas des chefs-d'œuvre en permanence. Non, mais c'est sûr. Mais là, si tu veux, c'est une toile où il y a quand même une certaine épaisseur. Ce sont des taches les unes par-dessus les autres, comme ça. Mais l'ensemble crée une porte ouverte à l'imaginaire qui... Ouais. C'est vraiment très beau, quoi. Au milieu de d'autres toiles de cette période qui m'intéressent beaucoup moins, il y a celle-là. Non, finalement, plus j'y réfléchis, et plus je pense que c'est dans la partie
contemporaine du musée d'Unterlinden à Colmar. Je dirais pas que ça vaut le déplacement à soi tout seul, mais pas loin quand même. Oh, d'accord. Voilà. Bien, ça relativise un petit peu Mahir. Non, mais c'est quand on aime, je crois, souvent on est aussi à cheval ou à limite de la haine. Mais non, c'est parce que probablement, oui. S'il ne m'intéressait pas du tout, je bâillerais discrètement. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Arakaï, la 54e, et vous venez d'écouter, je suppose avec autant de recueillement que nous, bien que nous ne soyons pas à l'église. There is to you de John Baez sur une musique d'Ennio Morricone, 1971, en hommage au petit père Sacco et au petit père Vanzetti, qui se sont fait exécuter, comme vous pouvez le savoir, ou si vous ne le savez pas, vous l'apprenez, par ces glands américains qui voyaient des communistes partout. Des terroristes partout, un peu comme maintenant d'ailleurs, ils ont pas vraiment changé. Oui, pas beaucoup, non, pas beaucoup. J'y pense pendant que tu viens de parler de John Baez, je voudrais faire un petit correctif. J'ai fait une connerie la semaine dernière, je me suis un peu avancé, j'ai fait une erreur de quelques années. J'ai dit que la marche pour les droits civiques, c'était en 67, je sais pas pourquoi, je veux absolument mettre ça un an, et c'est pas la première fois que je fais cette erreur. Je veux absolument mettre ça un an avant mai 68. Je sais pas pourquoi, c'est, dans ma tête, il y a une espèce de logique comme ça, mais c'est beaucoup plus tôt que ça. C'était en 1963. Alors, mea culpa, je suis désolé d'avoir. Il y en a dont les oreilles ont dû siffler. J'en connais, notamment. Et ça, c'est pas un démenti d'hommes politiques. Parce que eux n'en font jamais. Non, je suis désolé, quoi. Mais, ceci dit, je n'hésiterai pas à la refaire. Parce que c'est bizarre, j'arrive pas c'est pas la première fois. Really? Ouais. Bien, la marche pour les droits civiques, c'est 1963, il était vraiment jeune, Bob Dylan. Bien, eh bien, pour que nous puissions t'accorder notre pardon, tu vas poursuivre dans la même veine. Oui, on va poursuivre avec les États-Unis, mais il y a eu aussi un mouvement fort, d'ailleurs c'est autant partie des
de l'Europe en fait, et notamment de France, que des États-Unis, l'hyperréalisme. Alors c'est pas à proprement parler, les artistes hyperréalistes se sont jamais posés en artistes contestataires en fait. Hein. Mais c'est moi qui ai décidé que dans la représentation qu'ils faisaient de la société de consommation, dans la représentation à outrance qu'ils en faisaient, il y avait quand même quelque part une critique de la société de consommation. Ah ben complètement. Et on va dire une critique optimiste peut-être, mais une critique, voilà. Alors faisant suite, par exemple, ça c'est vrai que contrairement au pop art, hein, qui récupérait les images de la publicité et de la consommation, l'hyperréalisme intervient dans une société de surproduction. Hein. C'est vraiment les années 70 pour critiquer le monde dans une tentative de constat neutre et objectif. Voilà, c'est peut-être plus une contestation neutre et objective qu'optimiste. Hein. Malgré ces ambiguïtés, et peut-être à cause de l'aspect tapageur de son préfixe superlatif, de plus, hyper, bon. De type publicitaire, le mot hyperréalisme a fait fortune pour caractériser donc un courant pictural qui s'est manifesté aux alentours de 70, comme je le disais, par une série d'expositions spectaculaires. Si l'on veut bien oublier un instant l'aspect commercial, ça c'est important, qu'a revêtu le lancement de ce nouveau produit, on peut pas appeler ça autrement, sur le marché spéculatif de l'art, il apparaît quand même que l'hyperréalisme n'était pas dissociable de la survivance d'une longue tradition figurative américaine. Depuis la dernière guerre, la peinture d'Edward Hopper, tu vois de quoi il s'agit, j'adore, entretenait le goût d'un réalisme minutieux. L'exposition, la première en Europe, je crois que c'était, ça je me rappelle plus très bien, peut-être à Hanovre, d'abord, ensuite à Paris, cette exposition hyperréaliste américain, réaliste européen, qui date de 74. Ne cherche pas dans mes yeux une approbation. Non, mais d'un coup j'ai un trou. J'ai un trou, mais je crois que c'était ça. Je sais plus si c'était Copenhague ou Hanovre. En tout cas, bon, elle s'est baladée donc en Europe et à Paris la même année, en 74. Elle tentait de cerner un courant pictural qui connut aux États-Unis de multiples appellations, tel photoréalisme, c'est par là que ça a commencé, ensuite on est passé à super-réalisme, puis à new réalisme, ensuite à radical réalisme, et pour finir avant hyperréalisme, à sharp locus réalisme. Voilà, donc finalement on est presque soulagé qu'ils aient choisi hyperréalisme pour finir. Ces différentes appellations, en fait, quand on regarde dans le détail, marquaient déjà des nuances, certaines s'attachant plus aux techniques employées, d'autres au contenu des images proposées, certaines enfin ne cherchant qu'à souligner l'avant-gardisme de ce courant pictural. Et pas forcément évident comme ça que ce soit avant-gardiste. C'est vrai, comme on l'a dit, on se rapproche d'Edward Hopper et d'un courant assez traditionnel aux États-Unis. L'hyperréalisme n'était certes pas une école, ni même un cercle de peintres se réunissant dans telle ou telle brasserie, comme ça a souvent été le cas dans l'histoire de l'art. Aucun manifeste, aucune publication collective n'en a signifié la puissance. Alors moi, je sais pas, pour moi, ça a été très important, mais c'est vrai que pendant les années 70, j'étais particulièrement réceptif, au milieu des années 70. Non, c'est vrai. Comme toujours. C'était le retour à un métier, en fait, qu'aux États-Unis, l'action painting semblait avoir balayé. Tu vois, un métier patient, lent, méticuleux, qui remettait en vigueur tous les procédés liés aux illusionnismes figuratifs. Enfin, l'outil privilégié de cette figuration était la photographie. Celle-ci qui avait fait une entrée en force dans les arts plastiques grâce à Man Ray, tu vois, ou à Max Ernst même, ou même à Prévert, pour leur collage. Pour leur collage, revenait cette fois non plus pour sonder l'imaginaire abyssal, si j'ose dire, mais comme un simple instrument, comme un simple médium au service du peintre et de son observation du monde visible. L'hyperréalisme tel qu'on peut le cerner aujourd'hui semble avoir tenté de faire la jonction entre ces peintures et photographies, tu vois, pour offrir des images neutres de la réalité. Je reviens à ce mot, j'y tiens. Pourtant, la peinture hyperréaliste n'était pas monolithique. Un certain nombre de peintres, arbitrairement confondus d'ailleurs, poursuivaient une œuvre originale.
Malcolm Morley produisait des toiles où, avec virtuosité, sous une pluie de touches véhémentes, renaissaient des images de cartes postales, des clichés publicitaires ou bien d'étonnantes superpositions qui laissaient apparaître des régates dignes de monnaie. C'est le souvenir que j'en ai, moi, à travers l'image d'un dollar, par exemple. Chuck Close, ça m'avait beaucoup frappé, les toiles le contact réel avec les toiles grandeur nature, là, c'était quelque chose, avec un soin qu'on peut quand même qualifier d'un peu maniaque sur les bords, jouait de tous les artifices pour offrir un format monumental à des photos d'identité, tu te rappelles de ça, dont les faiblesses techniques se trouvaient d'autant plus accentuées que les toiles faisaient parfois, 7-8 mètres, jusqu'à 7-8 mètres de haut. Impressionnant. Glacial aussi, parce que c'était le cas avec Close, étaient les images de ces carrosseries rutilantes de Don Eddy ou de David Parrish. Les mêmes carrosseries se retrouvaient, mais cette fois ruinées, usées, abandonnées, dans la peinture de John Salt, qui donc, lui, peut être considéré comme peut-être déjà plus critique, critique, disons, moins neutre de la société de consommation, puisqu'il est beaucoup question de véhicules abandonnés en pleine nature. Quant à Richard McLean, il avait choisi de décrire la locomotion désuète des cow-boys dans ce Far West de pacotille que proposent les ranchs du dimanche. Voilà, les peintres hyper-réalistes revenaient à cet académisme rigoureux où plus que sa forme, c'est le contenu du discours pictural qui importe pour caractériser la manière. Dans le domaine de la sculpture, ce soin méticuleux, il y a eu aussi des sculpteurs, s'appliquait à de soigneux moulages pour rendre compte des moindres modulations de la carnation et parvenait à un niveau d'illusionnisme qui faisait pâlir, en tout cas à l'époque, qui faisait pâlir d'envie les figures de cire du musée Grévin. Voilà, ça fait un moment que on n'a pas vu d'exposition hyper réaliste. Je sais absolument pas ce que deviennent, moi, la plupart de ces peintres ou de ces sculpteurs. Bien, merci de nous avoir ouvert une fenêtre sur l'hyper-réalisme que je personnellement j'ai pas vraiment suivi cette évolution de la peinture américaine, mais bon, peut-être que je vais m'y intéresser maintenant comme vous, messieurs, mesdames. Oui, puis un jour on abordera les hyper-réalistes, mais ils se sont pas qualifiés comme ça, mais les réalistes, c'était plutôt réalistes européens. Il y en a eu. Ouais, aussi. Ouais. Il y a eu quelques artistes qui sont eux toujours en activité comme Hucle en France, mais on y reviendra une autre fois. D'accord, merci beaucoup Jean. Quelques petites annonces avant la pause musicale concernant bien entendu cette radio sur laquelle nous manifestons tous les mardis matins, une radio libre et libertaire, ce qui est pas plus mal, qui vit avec peu et qui a besoin de beaucoup pour continuer à émettre, pour entretenir son matos, pour pouvoir assurer peut-être une mutation du numérique ou dans le numérique ou au numérique, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, enfin bref. Des soucis à venir de trésorerie, donc vous êtes invités chaleureusement à contribuer à la vie de cette radio en vous manifestant auprès de la librairie Publico, dont Jean vous rappelle l'adresse tous les mardis, 145 rue Amelot à Paris dans le 11e, où vous pouvez retirer une carte d'auditeur qui vous coûtera 20 €. Et puis aussi, vous pouvez contribuer par quoi on appelle ça, où on paye tous les mois 5 € au minimum. Ça s'appelle comment, ce genre de prélèvement? Enfin, un prélèvement tous les mois sur votre gros compte en banque d'un minimum de 5 € qui permet d'avoir des revenus fixes. Une participation, ouais, j'ai oublié le... Oui, il y a un nom, il y a un nom pour ces choses-là, mais nous, on n'est pas très portés sur ces noms de comptables, ni sur les comptables d'ailleurs. Voilà. Et puis, vous avez aussi... souscription. Une souscription. Dit Maïté, quand même, tu vois. Tu aurais pu le dire à voix haute, Maïté. Mais ce ne sont pas des bons du trésor, c'est une souscription pour... Ni des emprunts russes. Ni des emprunts russes, non. Là, vous savez que vous reverrez jamais votre fric. Oui, voilà, c'est ça. À la librairie Publico, que vous pouvez d'ailleurs visiter, aussi toujours accompagné de votre porte-monnaie,
pour y acheter livres, CD, t-shirts, enfin plein de choses intéressantes. Une librairie unique, même on pourrait dire mondialement unique. Un lieu privilégié pour tous ceux qui cherchent des textes qui sortent un petit peu des choses politiquement correctes. Et une librairie qui est en danger, comme beaucoup de librairies, et plus particulièrement celle-là, puisque c'est pas une librairie générale, mais une librairie, vous pouvez trouver un peu de la littérature générale aussi, mais qui est un petit peu plus spécialisée dans la littérature militante. Donc, qui a besoin de vous visiter, de votre soutien en achetant des bouquins, soit en allant directement rue Hamelot si vous habitez Paris ou la région parisienne, soit en commandant par le web librairie-publico.com. Voilà, Jean, il sait tout. Moi, je suis toujours un petit peu difficile à la détente. Et puis, un troisième appel pour notre hebdomadaire, Le Monde Libertaire, qui paraît tous les mardis, et que vous pouvez trouver toujours à la librairie Publico, des fois sur la caverne d'Ali Baba, ou dans quelques kiosques d'élite de la capitale. Il y en a peu, mais bon, si vous avez la chance de tomber sur un kiosque, vous pouvez toujours le chourer si vous n'avez pas l'argent pour le payer. Ce que vous pourriez faire aussi à Publico, mais c'est plus dangereux parce que nous avons des libraires assez affûtés. Non, je déconne. Mais pour le chourer, non, je déconne pas du tout. Si vous n'avez pas la thune, voilà. Et j'en ai fini avec les annonces, je crois. Jean ? Oui, j'en ai une parce qu'on a un morceau, une petite pour finir avec les annonces. On a un morceau qui est un des morceaux qui sont passés plusieurs fois dans Arakaï, auquel on revient régulièrement, un morceau de musique. Will You, chanté par Hazel O'Connor et qui est tiré de la bande son du film Breaking Glass. Voilà. Alors on a un auditeur fidèle qui nous a écrit et qui nous signale que il y a pour le 30e anniversaire du film, en fait, il y a un concert de Hazel O'Connor qui a été organisé à Paris, voilà, et qui aura lieu le dimanche 2 mai à 19h30 au Théâtre de Nesle. Ça, c'est 8 rue de Nesle dans le 6e arrondissement de Paris, alors en plein quartier latin. Voilà, donc Hazel O'Connor and the Blue Jay Project, donc le 30e anniversaire du film Breaking Glass, 1980-2010. Voilà, donc le 2 mai à 19h30 au Théâtre de Nesle. On salue cet auditeur qui nous écrit. Il y en a peu qui nous écrivent. Ils ont plutôt tendance à appeler au téléphone. Voilà. On salue cet auditeur. Fidèle, très fidèle. Et on essaiera de vous rappeler un peu avant, ouais. Un peu avant, parce que d'ici le 2 mai, vous risquez d'oublier. Oui. Petite tête. Marcel Reimann, Celestino Alfonso, Misak Manouchian, bien d'autres encore sont les personnages de l'histoire que nous allons vous raconter. Un combat à la vie, à la mort. Dans Paris occupé à partir de 1943, seules quelques dizaines de résistants communistes étrangers, organisés dans la MOI, la main-d'œuvre immigrée, mènent la lutte armée. Pour les contrer, ce ne sont pas les Allemands, mais la police française qui est en action, les brigades spéciales des renseignements généraux. Étrange paradoxe. Voilà des hommes et des femmes, étrangers pour la plupart, luttant pour la libération de la France, mais traqués, filés, arrêtés par des policiers français qui vont les livrer à l'occupant allemand. Un œil par-dessus l'épaule, je sens ce gars m'épie. Je rentre dans ce hall pour y planquer mes fusils. En sortant il me contrôle, Jacques Enoch la VSI. Un français bien dans son rôle, plus nazi que les nazis. 1941 marque mon arrivée en France. Résistant républicain, fais vite rentrer en dissidence. Je suis l'espagnol Alfonso, j'ai combattu le caudillo. Les vigistes, les collabos et j'ai choisi le camp des cocos. Résister pour mourir dignement, de ma morcère. Va poursuivre librement une existence faite de rêves. Dans de la barbarie nazie et des passages à tabac de la police
fils de Vichy, des dictateurs et des coupables. Le génocide en marche devant une populace passive. Devant l'armée de France, la mort, vos groupuscules s'activent. Faire sauter des trains, les hôtels des cerveaux. Jure le vive la France, on ne fusille pas des idéaux. La rage dans les cris, le cœur dans les taux. Le rouge sur l'affiche, sur les yeux, un bandeau. Une boule dans le ventre, un cœur sur la main. Une balle dans la tête, parlera-t-on de nous demain? La rage dans les cris, le cœur dans les taux. Le rouge sur l'affiche, sur les yeux, un bandeau. Une boule dans le ventre, un cœur sur la main. Une balle dans la tête, parlera-t-on de nous demain? À la mémoire de Marcel Reymann, immigré résistant, juif communiste protestant contre la solution finale. L'extermination a déjà commencé, des tracts circulent, la lutte armée s'organise. Presse clandestine, bombe et déraillement de train, planque d'armes de faux papiers, la résistance a un nom. MOI, FTP, opère la nuit c'est certain. Les nazis sont dans la ville et veulent nous tuer sans raison. Le réseau se bat pour la France mais poursuivi par la police. On offre la délivrance, ouvre le feu sur la milice. Pour nous discréditer, ils mettent nos noms sur des affiches. Nos faces sont placardées, nous sommes des tueurs immigrés juifs. Mais la peur ne s'empare pas du peuple, la conscience agit. Les collabos continuent, les meurtres dans un profond mépris. La traque de l'affiche rouge se traduit par un cauchemar. Ils peuvent nous exécuter, nos noms restent dans l'histoire. La rage dans les cris, le cœur dans les taux. Le rouge sur l'affiche, sur les yeux, un bandeau. Une boule dans le ventre, un cœur sur la main. Une balle dans la tête, parlera-t-on de nous demain? La rage dans les cris, le cœur dans les taux. Le rouge sur l'affiche, sur les yeux, un bandeau. Une boule dans le ventre, un cœur sur la main. Une balle dans la tête, parlera-t-on de nous demain? Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. J'étais un peu sous le charme violent de cette chanson du groupe rap parisien anticonformiste Crew. Ouais. 2008, l'affiche rouge, qui change de l'affiche rouge d'Aragon, mais pas mal aussi, je trouve bien actualisé. Ouais, c'est le label Folklore de la zone mondiale, ils font vraiment des choses fabuleuses, et ça, ils sont c'est très bon, je trouve. Ouais, excellent, ouais. Je le découvre, moi, merci Jean, parce que c'est pas tous les jours qu'on découvre des perles comme ça. On salue Anticonformiste Crew, hein, si jamais vous nous écoutez et vous avez envie de venir parler de votre boulot là sur Radio Libertaire, ça pourrait être sympa. Moi, je sais absolument pas où les contacter. Peut-être par le label, je vais essayer. Ouais, peut-être. Ouais. Ou eux, ils peuvent nous contacter par l'intermédiaire de la Libre Républico ou sur un racaille orange.fr. Vous pouvez nous envoyer un mail. Voilà. Donc c'est à Racaille, la 54e, avec toujours les mêmes, ce groupe solidaire, anarchiste. On essaye, hein. On essaye, oui, on essaye. Alors, bon, on n'est pas toujours très performant, mais enfin, on fait le maximum pour Jean. Des anarchistes doux, hein, je précise. Oui, un comme l'autre. Des des cachous. Quand t'as Maïté dans le bocal, c'est pas une violente non plus. Ouais, non, c'est des bombes de crème anglaise. Ou profiterole. Enfin, on va aborder, pour finir cette émission consacrée à la contestation artistique, on va aborder un cinéaste, une personnalité qui est à peu près à l'opposé de celle de Dubuffet, on va dire, parce que son travail s'est vraiment confondu avec son militantisme politique et son engagement d'une manière assez étonnante, et comme je crains qu'on l'oublie un petit peu, ce monsieur, voilà, je vais faire une petite piqûre de rappel sur Joris Ivens, qui était né en 1898 et qui est mort depuis 1989. Alors c'était vraiment un cinéaste engagé, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il a débuté sa carrière sous le signe du militantisme politique en réalisant en 1930 le documentaire Nous bâtissons, commandé par un syndicat de travailleurs. Alors où est-ce qu'on peut voir ça aujourd'hui, à part quelques cinémathèques isolées au fond des arrière-cours? Ou Alina, peut-être. Ouais, oui, mais bon. On peut commander des... Qui oserait passer encore des films comme ça, bon. Alors il avait réalisé en fait son premier film à l'âge de 13 ans, Flèche ardente, c'est un western. Il y a filmé ses parents, ses sœurs et ses frères qu'il avait tous déguisés en indiens d'Amérique, c'est mignon. Alors après des études d'économie à Rotterdam puis de photochimie à Berlin, là aussi on a quelqu'un comme c'est pour ça je sais pas pourquoi, en tout cas pour moi il y a un parallèle avec Dubuffet, même si les trajectoires sont diamétralement opposées, quoi, hein.
Ça, à Berlin, c'était en 1923. Il devient en 1926 directeur technique dans la société de son père, qui vend des appareils et des produits photographiques. On est quand même plus proche là que du buffet avec son pinard, quoi. Et il y filme ses premiers essais de personnes évidemment au travail. Joris Ivens est l'un des plus grands documentaristes du siècle. Évidemment, c'est le siècle précédent. Tous ces films placent l'homme dans son histoire et en font un héros indifférencié de ceux mis en scène dans les œuvres de fiction. C'est ça qui était très fort. Éternel globe-trotter, il a sillonné les 4 coins du monde et posé sa caméra devant les soubresauts de son époque. Il s'est intéressé à l'individu, disons, inscrit dans la communauté, mis en rapport avec son milieu social. Militant et philosophe, il était aussi poète, voire utopiste, on peut le dire. Sa foi en l'homme se traduisait notamment par la dramatisation de la nature. Il se voulait le témoin de l'espoir révolutionnaire. Avec lui, l'homme se plaçait au centre de l'histoire, mais aussi de la nature. Dès son premier film, Le Pont, ça date de 1928, donc c'est antérieur en fait à Nous bâtissons, mais c'était pas un travail de commande. Il séduit les milieux d'avant-garde. Après quelques essais qui parfont sa maîtrise de la caméra, il tourne une œuvre poétique sur Amsterdam sous la pluie. Regen. Ça, c'était en 1929. C'est un film qui lui a ouvert en fait les portes de la reconnaissance chez lui, mais aussi à l'étranger. En 1932, c'est ce qui fait qu'en 1932, en fait, il est le premier cinéaste étranger à travailler en Union soviétique. Il s'y lie d'ailleurs d'amitié avec Eisenstein et Pudovkin. Il signe aussi un documentaire sur le premier plan quinquennal, toujours en Union soviétique, comme Somol. Ben, en 1933, il tourne avec Henri Storck l'une de ses œuvres majeures, Borinage. Là, il est rentré évidemment en Europe, sur les conséquences d'une grève dans une région minière de Belgique. Ça va être passionnant. Ah mais non, mais il faudrait pouvoir retrouver ça. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a des DVD maintenant, c'est possible qu'il y ait des gens qui commercialisent ça, ce serait un peu gonflé, mais pourquoi pas. Borinage, fantastique. Il reprend en 1934 des séquences tournées en 1930 et présente Nouvelle Terre, un montage sur la crise de 1929 aux États-Unis. Après un documentaire sur l'incendie du Reichstag, il filme avec John Ferno et Ernest Hemingway. Pas connu ça, Terre d'Espagne en 1937. Ah d'accord. Oui, tu veux. Pendant la guerre civile qui ravage le pays. Il part ensuite pour les États-Unis où il fréquente Robert Flaherty. Tu vois, John Dos Passos ou encore Frédéric March et réalise The Power on the Land 1940 ça, puis au Canada et en Indonésie. Il y tourne Indonesia Calling, consacré à la grève des dockers et des marins australiens militant contre la colonisation de l'Indonésie. Infatigable le mec, c'était vraiment... Entre 47 et 50, il s'intéresse aux démocraties populaires en Europe centrale. Le Chant des fleuves, par exemple, en 54, est un montage de documents qui se focalise sur la vie de l'homme dans le monde. En 57, il est à Paris pour une allégorie du bonheur. La Seine a rencontré Paris. Puis en Chine pour Lettres de Chine et 600 millions avec vous. Il parcourt ensuite l'Italie, le Mali, Cuba, le Vietnam. C'est pas le Cubi. Cubi, non. Je pense qu'il aurait pas tenu comme ça. Il n'a pas dû parcourir beaucoup le QI, sinon il n'aurait pas eu cette forme. Dans les années 70, il voyage énormément. Mais on a le droit de faire la révolution devant un QI. Oh, tout à fait. Je suis pour toutes les formes de militantisme. Il n'y a pas de problème. Dans les années 70, donc, il voyage énormément en Chine. Et en 1976, il regroupe plusieurs films sous le titre « Comment Yukong déplaça les montagnes ». Ça, c'est peut-être son œuvre la plus connue. C'était en 1976, donc, comme je l'ai dit. Et il livre ses diverses perceptions du pays. Son œuvre ultime, Une histoire de vent, qui a été du vent ou de vent, je sais plus, qui a été réalisée en 1988, co-réalisée avec sa compagne Marceline Loridan, raconte l'histoire d'un homme qui tente de filmer le vent. C'est beau, de finir là-dessus. Évidemment, on l'aura deviné, cet homme, ce poète lyrique, c'est lui, c'est Joris Ivens, c'était Joris Ivens. J'aimerais bien qu'on ne l'oublie pas.
Voilà, Joris Ivens. Et si Jean ne veut pas qu'on l'oublie, on a intérêt à faire des efforts pour ne pas Ce sera à la l'oublier. baguette. Oui, ouais, bon, merci Jean. Est-ce que tu peux maintenant, de chef de gare, passer à les expos à ne pas manquer? Voilà, on commence avec Crime et Châtiment au musée d'Orsay. C'est du gros, mais ça, j'ai pas vu, hein, ça a l'air passionnant. Par contre, j'ai lu le dossier de presse. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Le musée d'Orsay, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est 62 rue de Lille dans le 7e arrondissement. L'expo est valable jusqu'au 27 juin 2010. Ça laisse du temps, mais le temps passe si vite. Hein. Oui. La littérature a créé d'innombrables personnages de criminels. Le titre de l'exposition est lui-même emprunté à Dostoïevski, hein, tout le monde connaît. Chez les plus grands peintres, Goya, Géricault, Picasso, Magritte, les représentations du crime ou de la peine capitale sont à l'origine d'œuvres saisissantes. Le cinéma a également assimilé sans tarder les charmes troubles d'une violence extrême, sa représentation, la transformant même en plaisir, hein, on va dire, voire en volupté. Voilà. Et quand je dis le crime, hein, c'est évidemment toujours le crime de sang. Hein. La plupart de cette exposition est consacrée à ça. Voilà. Et puis dans un ton très différent, Frédéric Chopin, La Note bleue. Ça, c'est au musée de la vie romantique, 16 rue Chaptal, dans le 9e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 11 juillet. Vous avez un petit peu plus de temps. Alors, il est connu pour abriter aussi un salon de thé du dernier chic, le musée de la vie romantique. Vous n'êtes pas obligé de vous farcir les toiles. Il y en a quand même quelques-unes qui sont assez pitoyables. C'est l'ancien atelier, en fait, d'un peintre qui a connu son heure de gloire c'était à peu près la même époque que George Sand, avec laquelle il était d'ailleurs lié. C'était Harry Schaeffer, et il faut malheureusement supporter ses propres peintures quand on va visiter, c'est son ancien atelier et maison d'ailleurs, il y a les deux. Quand on va visiter le musée de la vie romantique, il faut malheureusement se taper toute l'œuvre d'Harry Schaeffer, qui n'était pas un grand artiste, désolé pour lui, mais l'été, se boire un thé sur le coup de 15h30 au salon de thé juste devant la maison, par beau temps, c'est vachement sympa, hein, c'est un havre de paix. En plein Paris, voilà. Pour célébrer le bicentenaire de la naissance du compositeur, le musée de la vie romantique présente un hommage à Frédéric Chopin. L'exposition regroupe quelques 90 peintures, sculptures et dessins de Chassériau, de Corot, de Courbet, de Delacroix ou de l'inénarrable Schaeffer lui-même, hein, prêtés par les principaux musées français, mais aussi de nombreuses collections privées. Voilà. Merci Jean. Don't ask why.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. Arakel à 54e, avec toujours les mêmes, Maïté, Jean et Roro au micro. Vous venez d'entendre Bama Song de l'opéra Mahagoni de Songspiel de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Ça date de 1927, c'est interprété par le groupe californien, symbole des années 70, et ça date de 1967. Voilà. Une musique que Jean nous a dégoté. Et maintenant, la rubrique vitale du Rapin Social, le moment que vous attendez tous depuis 11 heures. Depuis 11 heures. En vous disant peut-être qu'on va y échapper cette fois-ci, mais non, pas de peau. Quel artiste êtes-vous? Déterminez votre statut. Voilà, vous êtes prêts, vos petits stylos, vos petits calepins. Votre statut est artisan d'art, pas de peau. Vous voyez des objets d'art dans un but utilitaire, c'est pas bien ça. Pensez qu'au sous. Des objets manufacturés ou des œuvres d'art en nombre, plus de 8 exemplaires pour la sculpture, par exemple. Vous créez des articles de bijouterie, d'orfèvrerie ou de joaillerie, comme celle dont nous a parlé Jean en début d'émission. Oui. Et vous exercez cette activité de façon permanente, petit vicelard ou intermittente. Bon, c'est bien de se reposer de temps en temps comme activité principale. Votre activité de création d'œuvres d'art originales est accessoire. Ouais, ça, quand je vois le mot accessoire collé à la création d'œuvres d'art, je suis un petit peu triste. Vous êtes soumis au statut d'artisan d'art. Vous dépendez pour vos formalités de la Chambre des métiers et vous êtes inscrit au répertoire des métiers. Alors là, bonjour les dégâts dans votre escarcelle, parce que j'ai donné un tout petit moment de ma vie obligé, ça a duré pas plus d'1 an, mais tout ce que j'avais gagné, je l'ai dépensé en charges sociales. Ça m'étonne pas du tout. Oui. Ouais. Au plan social, vous relevez du régime social des indépendants, RSI, et vous devez vous immatriculer à la Maison des artistes si vous avez une double activité artisanale et artistique. Ça n'arrange pas les choses. Au plan fiscal, vous bénéficiez des exonérations accordées à l'artiste sur le produit de la vente de vos œuvres d'art, franchise de TVA, taux réduit de TVA, etc., etc. De la même façon, vos bénéfices sont ventilés. Non, il n'y a aucun rapport avec le ventilateur dont Jean vous parle de temps en temps. Vos bénéfices sont ventilés entre vos revenus artisanaux et vos revenus artistiques et imposés ensemble à l'impôt sur le revenu, IR, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Et là, je ne sais pas si vous voyez depuis le début, RSI, IR, BIC. Là, c'est important parce que sur beaucoup de formulaires, oui, on n'a que les raccourcis, quoi. Que les raccourcis. Voilà. Comme dit Jean. Donc, apprenez à parler impôt. Apprenez à parler le langage administratif. C'est une espèce de dialecte incompréhensible pour les non-initiés, donc il faut vous initier. Pour bénéficier du titre d'artisan, vous devez remplir, enfin les remplissez pas trop quand même, les conditions suivantes. Posséder un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, ou un BEP, brevet d'études professionnelles dans votre domaine d'activité. Donc vous voyez, vous devez être diplômé. Ou avoir 6 ans d'expérience professionnelle et d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés dans votre métier. Et ça peut être, bon, donc, ces diplômes peuvent éventuellement être remplacés par une expérience de 6 années professionnelles. Et d'immatriculation, parce que si vous avez 2000 années de professionnel mais sans être immatriculé, vous n'existez pas. Pour obtenir le titre de maître artisan, alors là c'est le cran au-dessus, il vous faut remplir 2 conditions supplémentaires. La première, avoir 2 années de pratique professionnelle, et la seconde est titulaire du brevet de maîtrise d'un diplôme équivalent, brevet professionnel, brevet de technicien, brevet des métiers d'art, ou du titre de meilleur ouvrier de France, ça c'est chaud. Là c'est pas tout le monde, hein, quand même. C'est sûr. Il faut... Alors le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métier. Il est possible de l'obtenir sans détenir des diplômes requis, les diplômes requis, à la condition d'être immatriculé depuis plus de 6 ans. On en revient toujours au même. Il faut avoir au moins 6 ans d'expérience professionnelle et être immatriculé depuis au moins 6 ans pour pouvoir
bénéficier du titre de maître artisan qui est attribué, je le répète, par le président de la Chambre des métiers. Donc il faut être pote aussi avec le président de la Chambre des métiers. Je ne pourrais pas vous dire qu'il faut aller jusqu'à lui filer une boîte de chocolat à Noël, mais enfin bon, ça peut qu'arranger vos rapports. Si vous avez suivi une formation artistique et non pas professionnelle, ou si vous n'avez pas les diplômes requis pour avoir la qualité d'artisan ou de maître artisan, vous pouvez néanmoins être inscrit au répertoire des métiers et exercer votre activité. Mais les œuvres que vous produisez ne pourront pas avoir l'appellation d'objet artisanal. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de faire appel à la Commission régionale des qualifications. C'est elle qui est compétente en la matière et qui peut vous attribuer l'un ou l'autre de ces titres. Vous pouvez la solliciter si vous justifiez de connaissances en gestion et en psychopédagogie et si vous bénéficiez d'une certaine notoriété dans votre branche d'activité ou si vous détenez un savoir-faire particulier et reconnu dans votre profession. Je vais un peu vite parce que l'émission est terminée. Il y a l'émission suivante qui se ramène. Je vous prie de nous en excuser. Toutes les informations que nous vous donnons sont extraites du guide juridique fiscal de l'artiste de Véronique Chambon, publié chez Duno et que vous pouvez commander à la librairie Publico. Exactement, lui aussi. Merci Jean pour ce texte. La prochaine fois, vous aurez droit aussi à la purge. Pas de problème. On sera au rendez-vous. Salut. Salut à tous, à la semaine prochaine. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocage. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer un mot ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute pauvre, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour pouvoir essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, il y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mots en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me le demande, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fille, la belle vie, t'es plus un monde, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de brouillon en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Sur la maison pour la gueule, la grippe à mon premier faux pas, ça tombe bien mon pote t'as de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pille, mon rescapé limite déjà. Y'a de quoi prendre toute la flûte en grippe, mais faut servir le pays ou pas, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me reloge, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
flics pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je suis en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans? J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, quoi ça sert de vivre et tout, quoi ça sert en bref d'être né. Tantôt je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais, et je pourrai moi mettre à lire. Je suis né dans un petit village, un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, quoi ça sert de vivre et tout, quoi ça sert en fait d'être né. Radio Libertaire, nous venons vous polluer les esgourdes pour vous signaler que vous venez d'entendre de François Béranger, Transe de vie, tranche de citron. Et là, vous allez entendre Patti Smith dans People Have the Power. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en vrai d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer, pas ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.